Bonsoir à tous, bienvenue au Munaneum ce soir pour cette conférence qui va être donnée par Marilène Patoumatis et qui s'intitule « Les femmes préhistoriques, regard d'hier, savoir d'aujourd'hui ». Alors c'est une conférence qui se place dans le cadre du colloque que nous avons intitulé « Les femmes qui dérangent », que nous organisons avec la Fondation Henri Lafontaine et l'Organisation internationale de la francophonie, qui a commencé cet après-midi et qui se poursuit dans la journée de demain. Si vous le souhaitez, il y a des programmes disponibles à l'accueil. Marilène Patoumatis est directrice de recherche au CNRS, directrice adjointe de l'UMR, 71-94, ça doit être une section secrète. Elle est rattachée au département Hommes et Environnement du Muséum national d'histoire naturelle à Paris. Elle est préhistorienne et spécialiste des comportements des hommes préhistoriques, en particulier des Néandertaliens et des premiers hommes modernes en Europe. Et donc ce soir, elle va nous parler de la place des femmes dans la préhistoire, de la manière dont nous les percevons, de la manière dont l'histoire des femmes dans la préhistoire est écrite. Je lui cède la parole. Merci. Alors, bonsoir à tous. Et je m'excuse déjà, peut-être des personnes étaient là, je reconnais, étaient là tout à l'heure. Donc évidemment, vous allez revoir certaines images et entendre de nouveau certains de mes propos. Donc juste une petite, vous pouvez être étonné peut-être de voir cette petite néandertalienne, c'est un fossile qui avait été trouvé à Gibraltar et c'était le symbole de l'exposition que j'ai fait au Musée de l'Homme en 2018 sur les Néandertaliens. Et donc dans sa main, ça c'était avant qu'elle soit installée, dans sa main il y avait un journal que vous connaissez peut-être pas en Belgique mais qui s'appelle Cosette en France. Donc c'était un petit peu provocateur de mettre une jeune femme néandertalienne habillée par Agnès B en plus, parce que je voulais montrer là aussi que les Néandertaliens c'est pas des singes qui descendent des arbres, et en plus une femme, et il y avait ce journal Cosette. Voilà, j'explique un peu plus cette image. Alors ce qui est très, très intéressant pour moi, c'est d'essayer de réfléchir sur certains préjugés, présupposés, certains archétypes en préhistoire. Alors j'ai travaillé sur les Néandertaliens, considérés comme sous-hommes inférieurs à sapiens, que nous sommes, nous sommes tous sapiens, sur la violence, aussi l'origine de la violence et de la guerre. Donc tous ces préjugés, ces présupposés, parce qu'il y a toujours des images, parce que la préhistoire, en fin de compte, c'est fait bien sûr par des préhistoriens, les savoirs, les connaissances, mais aussi, surtout, c'est beaucoup dans l'imaginaire. Alors, donc cet imaginaire, elle a créé quelque chose qui a traversé les époques, puisque on va dire ça commence à peu près au milieu du 19e siècle, on va y revenir, et donc ça a été tout de suite passé dans le public à travers les magazines illustrés, à travers différents supports, et tout de suite c'est quelque chose qui a bien pénétré parce que c'est l'imaginaire, donc c'est vraiment tout de suite la science-fiction, on nous a même mis des dinosaures avec les humains, etc. Et donc c'est quelque chose qui est important parce que encore maintenant, et je l'ai pu le constater avec des micro-trottoirs, etc., qu'on fait, notamment pour cette expo, et on s'aperçoit que les gens, ils ont tous une idée sur ce que sont les humains préhistoriques, les hommes préhistoriques. Tout de suite, tout le monde va nous dire « Ah oui, ceux qui traînent la femme par les cheveux, tout ça. » Bon. Et donc, il y a vraiment des clichés et des choses qui sont passées, et vraiment avec un regard. Alors, donc, en ce milieu du 19e siècle, les illustrations, les tableaux, les sculptures, tout ça vont aussi être montrés au public parce qu'il va y avoir les grandes expositions au 19e siècle, universelles. Et donc là, on va mettre ces statues, on va mélanger notamment des représentants des différentes colonies, etc., avec aussi des représentations comme ça des hommes préhistoriques, puisqu'on faisait souvent un peu l'amalgame. Ceux qui n'étaient pas les colonisés, comme on disait à l'époque, ils étaient très proches, pour certains en tout cas ils le pensaient, très proches de ces humains préhistoriques. Donc on est vraiment dans ces représentations. Et là, la femme, évidemment, elle a des stéréotypes, ainsi que l'homme, et elle est toujours représentée dans ces tableaux à l'arrière-plan, elle n'est jamais en premier plan. Elle est toujours aussi apeurée ou sous
la main protectrice de l'homme, toujours près de la grotte, toujours là aussi avec ses enfants. Donc il y a vraiment des clichés, alors que les hommes sont représentés en tant que, bien sûr, guerriers, défendant les femmes et enfants, et aussi un grand chasseur, donc affrontant, n'ayant pas peur d'affronter des bêtes féroces, comme le tigre à dents de sable, ou ici les rhinocéros laineux. Donc c'est vraiment les archétypes donc, qui sont, on va dire, dans l'esprit de tout à chacun à cette époque du 19e jusqu'au début du 20e. Et aussi par rapport à la violence, évidemment, c'est toujours des scènes de violence. On s'imagine que les humains préhistoriques passaient leur temps à se combattre, ce qui est complètement faux, on ne serait pas là. Et là aussi, l'image est toujours, vous voyez, les femmes apeurées, ou bien d'un seul coup aussi vient se greffer, et ça je le développe dans mon ouvrage, le rap des femmes qui est très utilisé. On pense qu'à cette époque-là, c'est un peu comme l'enlèvement des Sabines, hein. Donc les femmes sont des butins que convoitent les hommes. Ça va, quand je vous dis dans le public, très très fortement, avec justement des ouvrages comme La guerre du feu, ou bien des représentations même plus tardives ici, comme Raon, je ne sais pas si vous connaissez bien en Belgique, mais donc de Chéré, et là où on a aussi vraiment, on est dans une espèce de vision complètement mythique, hein, des premiers sapiens, des Cro-Magnons, comme on les appelle. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, non seulement c'est un homme viril qui chasse et qui monte même des mammouths, mais c'est bien un homme blond, blanc et blond, n'est-ce pas? Alors que ce n'est pas le sujet de ce soir, mais bien entendu, avec l'ADN et tout, on sait très bien que ce n'est pas le cas, que les premiers sapiens qui arrivent en Europe, ils viennent du Proche-Orient et ils sont basanés. Voilà. Et donc, ce n'est pas du tout la représentation de Raon, mais c'est une autre histoire. Alors, les femmes dans tout ça, elles sont toujours soit le butin, soit bon, pour valoriser le héros. Il n'y a jamais de héros femme jusqu'à cette période-là, où on voit donc apparaître dans les années 60 une figure assez comique quand même, voilà, parce que là, vous imaginez bien que les femmes préhistoriques de l'époque, donc cette époque, je vous le rappelle, là, je parle beaucoup de cette période du Paléolithique, donc où nous sommes des peuples chasseurs-cueilleurs, nomades, hein, on va dire à peu près si on prend Néandertaliens et Sapiens, on ne va pas remonter avant, on va dire de 400 000 ans à 10 000 ans. Et donc, à cette époque-là, vous imaginez bien que ce n'est pas cette vision-là. Alors là, il y a même des dinosaures, vous voyez, là, on bat tous les records. Mais vous pensez bien que les femmes préhistoriques, elles étaient peut-être sûrement très, très, très bien, très jolies, tout ce que vous voulez, mais sûrement pas quand même un mannequin qui sort comme ça, habillé, impeccable, bien coiffé, etc. Donc voilà, on est dans l'imaginaire. Il faut attendre vraiment le travail de Jean Howell pour qu'on ait enfin une héroïne, et c'est plusieurs tomes, et c'est vraiment bien fait parce qu'elle est venue avec nous sur le terrain. Moi qui travaille en Ukraine, enfin qui travaillait en Ukraine et tout, sur les cabanes en os de mammouth et tout, elle était venue pour voir et tout, et son volume sur ça, c'est vraiment, elle décrit ce qu'on a mis en lumière par nos fouilles archéologiques. Alors, donc voilà, ça c'est dans l'imaginaire. Et tout ça repose évidemment sur les connaissances à l'époque, donc sur le travail des savants. Et ces premiers préhistoriens, ces savants, en fin de compte, vont beaucoup influencer la vision des femmes dans la préhistoire, sont dans un contexte, le 19e siècle, parce que la préhistoire en tant que discipline scientifique prend naissance, prend corps au milieu du 19e siècle. Donc c'est relativement récent comme discipline scientifique. On peut dire aussi que c'est une discipline qui prend naissance en Europe occidentale. C'est vraiment la France, la Belgique, l'Espagne et l'Angleterre, l'Italie. Et donc c'est vraiment très circonscrit à cette Europe occidentale. Et vont être très marqués par deux grandes théories, évidemment, qui va permettre cette recherche, qui va permettre justement de développer la préhistoire. C'est grâce à la théorie, évidemment, de Darwin, hein, de l'évolution, puisque avant lui, c'est le créationnisme, et un peu du transformisme avec Lamarck et tout, mais je suis obligée d'aller un peu vite. Et donc là, évidemment, la plupart
des gens pensaient, et des savants pensaient qu'il y avait, comme Cuvier par exemple, qu'il y avait évidemment des créations par Dieu, des animaux, des hommes, etc. Donc on était dans cette création. Là, d'un seul coup, avec Darwin, il y a une évolution, on peut avoir des ancêtres. On va refouiller les choses parce qu'il y avait déjà eu des découvertes. On va rechercher dans les tiroirs et tout, on va sortir des crânes, etc. On va sortir des restes humains et d'un seul coup, on peut avoir des ancêtres. Et ça va être fondamental, bien sûr, pour la discipline. De même qu'il va y avoir aussi des travaux sur l'archéologie, la préhistoire, c'est-à-dire les fouilles archéologiques, donc l'étude des strates, etc., archéologiques, où là aussi, on va pouvoir faire donc, de la préhistoire, hein, parce que la préhistoire repose sur des vestiges. C'est-à-dire que c'est une science une science scientifique qui est basée sur l'analyse du matériel archéologique. On fait des fouilles, on sort le matériel, les outils, lithiques ou osseux, les squelettes humains, les ossements d'animaux, on fait la sédimentologie, on fait les datations, on fait la palynologie, on reconstitue les paléo-environnements, etc. Donc c'est toute une science pluridisciplinaire. Et donc tout ça va permettre de formuler les hypothèses, d'avancer sur justement ce qui nous intéresse, l'évolution du climat, par exemple, les changements avec les glaciations, etc., et les interglaciations, et puis aussi, évidemment, les comportements de nos ancêtres. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important qui se met en place dans cette période, donc du 19e. Alors, ces premiers savants, on les appelle les savants parce qu'il n'y a pas de spécialisation, évidemment. À l'époque, il n'y a pas une chaire de préhistoire, même quand la préhistoire, on parle d'anthropologie et de préhistoire. Eh ben, ils vont aller à l'université, à l'école, qu'est-ce qu'ils vont apprendre? Ils vont apprendre donc ce qui est en cours, bien sûr, dans ces universités. Donc, c'est notamment les discours médicaux, l'anthropologie qui se développe énormément, surtout l'anthropologie physique, au XIXe siècle, fin XVIIIe et 19e siècle. Donc, ils vont être très imprégnés par, bien sûr, tous ces écrits. Et là, dans ces écrits, je pense de Pierre Cabanis, Saviret et d'autres, dans ces écrits, on a, notamment à travers aussi ces mesures, ces études, on a vraiment une vision très infériorisante de la femme. On fait par exemple des mesures au niveau de la boîte crânienne, donc petite boîte crânienne, petit cerveau, donc petite intelligence. On va faire la même chose sur la gracilité, on va parler d'un sexe hystérique. Hein, voilà, donc on est dans cette vision de la femme extrêmement négative. Ça commence à la fin du XVIIIe. Hein. D'ailleurs, dans l'encyclopédie d'Alembert et Diderot, il y a l'entrée sexe. C'est beau sexe. Hein. Il n'y a pas le sexe de l'homme, c'est à l'entrée sexe, c'est que la femme, et c'est entre parenthèses marqué beau sexe. Donc voilà, je mets des extraits de ces de ces entrées et notamment de ces définitions, et ça fait un peu sourire parce qu'on croit toujours que les encyclopédistes et tout étaient très en avance sur beaucoup de choses, oui, mais peut-être sur les femmes c'est un peu plus compliqué, c'est comme la Révolution française, j'ai pas le temps de parler ici, c'est pas le sujet, mais voilà, il y a des choses quand même qu'on se rappelle Olympe de Gouges. Et donc ils sont très très imprégnés de toute cette vision inférieure. C'est vraiment écrit noir sur blanc, la femme est inférieure à l'homme. Et que ce soit physiquement ou au niveau de l'intelligence. Et bien sûr, ils sont encore très marqués par toute cette religion, notamment par le catholicisme, aussi le protestantisme, vraiment c'est par les textes chrétiens. Et donc, dans les textes sacrés, comme dans les textes donc, des pères de l'Église, par exemple, là aussi, il y a vraiment la femme est inférieure à l'homme. Ça commence déjà dans la Genèse. Hein, et elle est subordonnée, elle doit être subordonnée, elle doit être réduite, entre guillemets, à des tâches qui sont les tâches notamment de la reproduction. Bref, là déjà, vous voyez, c'est ce que j'ai appelé inférieure par ordre divin. Et je cite plusieurs extraits, parce que ce n'est pas toujours très connu, de ces livres, que ce soit saint Thomas d'Aquin ou autres, des extraits vraiment verbatim. Bon, ben, c'est vrai que c'est avec des représentations comme ça de ce que sont les femmes, c'est clair que c'est vraiment les hommes se considèrent, notamment nos prédécesseurs, se considèrent donc supérieurs aux femmes. Donc pour eux, c'est clair que dans la préhistoire, c'est pareil. Hein. Dans la préhistoire, en fin de compte, quand ils repensent
la société préhistorique, ils vont penser, ils vont être dans cet état d'esprit, et c'est très marqué. Là aussi, c'est un siècle où on va, je vous le disais tout à l'heure, prendre beaucoup de mesures. L'anthropologie physique règne en maître. On fait plein de mesures. On va mesurer notamment, où je suis à l'Institut de paléontologie humaine à Paris, on a une grande salle où il y a plein de crânes qui viennent du monde entier, parce que notre bâtiment, c'est 1908, on a une collection de crânes du monde entier. Et là, on va prendre des tas de mesures, on va prendre comme curseur les grands singes, et on va comparer les mesures effectuées sur les différents crânes, les différents ossements, on va comparer aux grands singes. Plus les mesures vont être proches de celles constatées chez les grands singes, en général beaucoup chimpanzés et gorilles, et bien plus vous êtes inférieur. Et donc ces mesures vont faire cette fameuse hiérarchisation donc des êtres humains. On avait fait celle déjà du vivant, en mettant l'homme tout en haut et les animaux en les classant d'un ver de terre jusqu'à primates, là aussi en hiérarchisant. Ben là, on va faire la même chose avec les humains par rapport à ces mesures. Alors, un exemple qui est le plus parlant, on va prendre certains angles pour monter le prognatisme. Et plus vous allez avoir un angle qui rappelle celui des chimpanzés, par exemple, plus vous allez être inférieur. Donc, il y a ces classifications, les inférieurs des inférieurs, c'est un terme, une catégorie. Ce sont tous les derniers peuples autochtones, comme les aborigènes d'Australie, les Indiens d'Amazonie, évidemment les Bushmen, ici la fameuse Vénus autantote. Donc, on a cette hiérarchisation. Et cette hiérarchisation va être aussi avec les fossiles, c'est-à-dire qu'on va classer, c'est pour ça que les Néandertaliens, par exemple, vont être longtemps considérés comme inférieurs aux sapiens, parce qu'on va faire pareil. Dès qu'on va avoir une collection jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, on va classer, on va faire le Néandertal est inférieur à sapiens, puis après on découvre les pithécanthropes, donc d'un seul coup Néandertal gagne un étage. Donc voilà, on fait exactement la même chose. Et quand on lit les textes là aussi de tous ces auteurs, on s'aperçoit que dans chaque catégorie, il y a toujours plus inférieur que l'homme, c'est sa femme. C'est la femme. Donc dans chaque catégorie, on a toujours cette infériorisation. Donc tout ça est très, très marqué, il y a vraiment ce déterminisme biologique qui est très fort. C'est ce que je dis, c'est vraiment, pour moi, c'est un très beau livre, et c'est une très belle définition. Le paléontologue américain Stephen Jay Gould a appelé la mal-mesure de l'homme. Et puis, évidemment, je vous le disais tout à l'heure, ce sont essentiellement des Européens, des Occidentaux, les premiers préhistoriens. Ils sont dans ce système sociétal qui est le patriarcat. Donc, ils ont une vision, là aussi, de la famille préhistorique, voilà, un peu idéalisée, qui est très basée donc, sur la société de l'époque. Donc pour eux, là aussi, quand ils vont penser à la vie quotidienne de nos ancêtres et tout, ils vont imaginer papa, maman, les enfants, voilà, tout ça, avec la femme au foyer qui s'occupe des enfants, et eux qui vont chasser le bison. Donc il n'est pas étonnant de ne pas trouver de femmes préhistoriennes. Donc on a beaucoup de messieurs. Quand vous avez quelques dames, c'est la femme d'eux. Donc ça, c'est très, très important, c'est très visible. Et ce qui est visible aussi, c'est que jusqu'après la Deuxième Guerre mondiale, ça va changer. La Première Guerre mondiale, ça va changer. Mais sinon, on a surtout, il n'y a pas de métier vraiment préhistorien. Donc ce sont des catégories sociales très marquées. Je veux dire, avec une grande occurrence, c'est médecins, instituteurs et abbés. On a beaucoup d'abbés chez nous. Voilà, le plus célèbre, l'abbé Breuil, bien sûr. Et donc là aussi, c'est quelque chose d'important parce que c'est quand même une société, voilà. C'est-à-dire que là aussi, ils vont refléter justement cette société bourgeoise, occidentale, patriarcale, donc avec la façon de voir le monde. Et donc là, ils vont vraiment calquer ça sur les sociétés préhistoriques. Et alors, on n'est plus au 19e, on n'est plus
au début du XXe. Les premières préhistoriennes arrivent, les plus anciennes en tant que métier, donc il va y avoir vraiment la préhistoire va devenir une institution, il va y avoir des chaires de préhistoire, notamment à Bordeaux, etc. Tout ça entre les deux guerres. Et les premières préhistoriennes, c'est 1950. Donc c'est très tardif. Bon, donc tout ça c'est, mais il y a peu de changements sur ça. Sauf qu'à partir de la Seconde Guerre mondiale, il va y avoir d'autres données. On ne va plus rester sur cette vision très 19e qui fait l'emprise de l'Église et tout abaissé. Enfin bon. Mais pourquoi, en fin de compte, on a toujours une vision très dichotomique, on va dire, entre les hommes et les femmes dans leur activité dans la préhistoire. Hein, la vision, très simple, que vous connaissez tous, les femmes à la cueillette, les hommes à la chasse. Et à ces périodes-là, en plus, je parle là de la seconde moitié du XXe siècle, en dévalorisant les activités. C'est-à-dire qu'en fin de compte, bien sûr c'est important la cueillette, mais quand même, la chasse. Hein. Donc évidemment, non seulement l'activité, c'est pas le fait d'être à la cueillette ou à la chasse, parce que la cueillette est aussi importante que la chasse dans l'économie. On voit bien chez les derniers peuples chasseurs-cueilleurs, ou même à travers l'histoire, l'importance du végétal dans certaines économies, à part chez les Inuits où ils mangent 90% de viande, mais sinon c'est vraiment le végétal, partout, les céréales et tout, surtout en Afrique. Donc c'était important. Mais là, dans l'esprit, dans les années 50, 60, 70, il y a vraiment cette vision qui est... Enfin, voilà, il y a même un colloque dans les années 60 qui va s'appeler Manhunter. Donc, ça va tourner autour de l'homme chasseur, l'origine. Les hommes sont des chasseurs, les femmes sont à la cueillette. Et ça va même provoquer des réactions des premières anthropologues américaines féministes des années 70 qui vont monter au créneau en disant « mais c'est pas possible, on peut pas créer... » comme ça, avoir une vision qu'à l'origine de nos sociétés, c'est des sociétés où il n'y a que les hommes qui ont une importance dans l'économie. Donc elles vont parler, eux, de la femme cueilleuse, hein, l'homme chasseur, la femme cueilleuse, mais en valorisant la cueillette par rapport à la chasse. Bon, ça ne va pas tellement prendre, malheureusement, surtout que ça venait des États-Unis, ça ne prend pas beaucoup en Europe, notamment en France, ça prend très peu. Donc voilà, ça reste sur ça, malgré ce montée au créneau. Alors, parce qu'il va y avoir une influence très importante dans nos disciplines, dans notre discipline, c'est l'arrivée des données ethnographiques. C'est-à-dire que, ici vous avez des salles du Kalahari, ça s'appelle les Kung, hein, Zouazi, donc, chez lesquels j'ai passé 3 mois. Et pour moi, m'ouvrir l'esprit, parce que je travaillais sur la chasse et la subsistance des Néandertaliens et des premiers hommes modernes. Donc je voulais me rendre compte, moi j'étais à Paris, à mon bureau, bon, je voulais voir sur le terrain comment c'était. Et donc de ce fait-là, j'ai vu beaucoup de choses aussi par rapport à ces interprétations. Et je me suis rendu compte que là aussi, il y avait des fantasmes sur le fait que tous les peuples chasseurs-cueilleurs du monde avaient un comportement très dichotomique, des tâches supposées. Par exemple, voilà ce qu'on nous disait. Hein. Donc les travaux sont ici sur les matières souples. C'est important de le souligner, parce que ça veut dire quoi ? Puisque les femmes travaillent que les matières souples, ça veut dire que tous les outils, l'invention de l'outil, la taille de l'outil, et tout ça, c'est fait par des hommes. Tout le progrès des outils qui vont être simples, qui vont être composites, etc., tout ça, en fin de compte, c'est des inventions dues aux hommes. Puisque la femme, non, elle ne travaille pas les matières, que les matières souples. La même chose pour les industries losseuses. Les saguets, les propulseurs, tout ça, ça peut être que des hommes. Donc ça amputait, si vous voulez, la possibilité d'envisager autre chose de cette vie comme ça, communautaire. Peut-être que c'était pas forcément que les hommes qui taillaient des outils. Et en fin de compte, vous voyez comme quoi ça paraît anodin de dire ça, mais ça va très loin. La même chose, bien sûr, on nous dit la cueillette, la collecte. Alors on nous invente des choses absolument d'une complexité totale, parce que, par exemple, pour la cueillette et la chasse, on dit oui, parce qu'il y a beaucoup de sociétés où la femme elle chasse des petits animaux, tout ça. On dit oui, mais elle chasse, mais avec des armes qui ne font pas couler le sang.
Toutes les armes tranchantes, c'est utilisé par les hommes. Les femmes ne font pas couler sang. Alors on dit, ah bon, mais pourquoi? Parce que tu comprends, le sang animal, le sang des menstrues, ça va pas, etc. Ça fait fuir le gibier, ça, on raconte des histoires comme ça sur le sang. Bref, donc on voit ça. Moi, il y a plein d'écrits, notamment de Alain Testard, donc l'ethnologue, qui montre ça, qui dit ça. Je veux dire, vous vous rendez compte d'une complexité, vous? Je veux dire, ça, c'est Allo Sigmund, quoi, parce que je veux dire, là, c'est tellement... Vous pensez que les humains préhistoriques, il y a 300 000 ans, ils étaient en train de dire, on va mélanger le sang, pas mélanger... Enfin, je veux dire, c'est quelque chose qui est quand même assez sophistiqué, je trouve, pour quand on se remet vraiment sur le terrain. Et donc, on nous dit ces choses-là, mais en fin de compte, il n'y a pas de preuve archéologique. Je reprends la taille de l'outil, puisqu'on nous dit que c'est les hommes qui taillent, qui allument. Je reprends la taille de l'outil, un biface, un racloir, n'importe. On peut tout vous dire dessus. Quelle période, quel type humain l'a taillé, à quoi il servait, toute la chaîne opératoire. Mais je ne peux pas vous dire si c'est un homme ou une femme qui l'a fait. Mais personne ne peut vous le dire. Sauf qu'ils disent, oui, si, parce que dans beaucoup de sociétés, ce sont les hommes. Donc voilà, c'est vraiment le seul argument, il n'y a pas d'argument archéologique. La même chose, bon, pour la chasse, vous avez compris, la même chose pour l'invention du feu. Vous avez qu'à repenser aux livres que vous pouvez lire ou que vous avez lus à l'école, etc. À chaque fois, qui est-ce qui fait le feu, qui invente le feu? Des hommes. Qui est-ce qui taille? Des hommes. Qui est-ce qui chasse? Des hommes. Qui est-ce qui peint dans les grottes? Des hommes. Mais on ne peut pas savoir. On va essayer de voir quelques indices pour montrer que c'est justement pas que les hommes. Mais vous voyez, il y avait pas, on nous disait ça pendant là, moi quand j'ai fait mes études et tout, on dit toujours, il y en a encore qui pensent ça. Hein. Donc on s'appuie sur ça. Alors, premièrement, il y a un biais scientifique. Ces humains ont 10 000 ans d'histoire. Ce ne sont pas des hommes préhistoriques qui sont arrêtés au paléolithique, vous voyez, chasseurs-cueilleurs, et que pendant 10 000 ans, ils n'ont pas évolué. Je pense qu'il faut quand même relire Race et Histoire de Lévi-Strauss. Tous les peuples ont une histoire. Hein. Donc là, déjà, on ne peut pas calquer ça. Ils ont évolué, leurs systèmes sociétaux ont bougé, leurs cosmogonies ont bougé, etc. Donc il y a plein de choses. Ce ne sont pas des préhistoriques fossiles. Donc on ne peut absolument pas calquer. Voilà. Autant on peut s'inspirer pour les techniques de chasse avec des armes différentes qu'on n'a plus, etc., qui existaient dans la préhistoire, la façon de tailler certains outils, de travailler certaines matières. On peut, au niveau de la technique, c'est toujours passionnant de voir, voilà, comment font ces peuples et tout, c'est toujours ça, c'est important. Mais de calquer, de penser, parce qu'ils vivent comme ça maintenant, que c'était comme ça il y a 10 000 ans, durant la préhistoire. Voilà, et puis de quoi parle-t-on? La préhistoire, ça n'existe pas. Ce sont des sociétés préhistoriques qui ont des milliers d'années et qui sont dans tout le monde. À un moment donné, on va être partout. Donc vous n'allez pas me dire qu'il y a 400 000 ans en Asie, en Afrique, en France, c'est la même chose. Ce n'est pas les mêmes sociétés. On le voit bien dans les outils, on voit bien qu'il y a des cultures différentes. On a même donné des noms à toutes ces cultures. Pourquoi voulez-vous qu'au niveau structure sociale, ça soit la même chose? Et en plus, c'est la nôtre, quoi. C'est-à-dire que c'est le système patriarcal et la division sexuelle du travail. Ah bon? Donc, et la même chose pour eux. Parce qu'en fin de compte, il y a beaucoup de sociétés, malheureusement, il y en a de moins en moins parce qu'ils sont voués à disparaître, ou on les contraint à disparaître, mais qui sont très différents. Les aborigènes du nord de l'Australie, ce n'est pas ceux qui étaient dans le sud de l'Australie, etc. Donc de quoi on parle? On essentialise la préhistoire. Les derniers chasseurs-cueilleurs, ben non, c'est beaucoup plus complexe. Donc vraiment au niveau scientifique, pour moi, alors que c'est vraiment l'argument comme on ressort sans arrêt, ne tient pas. Et la deuxième chose, là, c'est au niveau de l'éthique, de penser que ces peuples n'ont pas évolué. Là, je trouve que on retombe vraiment dans ce biais du 19e, de ces hiérarchisations des inférieurs. Parce que c'est ça, ça veut dire ça. Un peuple qu'on disait non civilisé parce qu'il n'était pas entré dans les progrès, etc. Non, c'est différent. C'est des sociétés différentes, mais elles sont ni inférieures ni supérieures, elles sont différentes. Et ça, c'est très important. Et pour moi, c'est
un problème aussi très grave de cette vision absolument de vouloir faire ces peuples-là complètement des primitifs, des arriérés, voilà. Alors, quand même quelques indices, comment on peut travailler sur ça? Comment on peut essayer, parce que c'est ça, on déconstruit, mais après il faut essayer de construire, parce qu'il faut bien dire comment on peut travailler le sujet, quelles sont nos méthodes scientifiques pour arriver à montrer des choses, etc. Donc on travaille sur, voilà, je vous ai mis les principaux pour le sujet qui nous intéresse, les principales choses qui vont nous donner des idées, notamment bien sûr sur les squelettes humains qui vont être très très importants dans notre vision d'aujourd'hui. On partait du principe, pour faire cette division sexuée du travail, sur la gracilité supposée des femmes par rapport aux hommes. Les hommes sont plus robustes, plus musclés que les femmes. Et avec ce principe-là, donc on faisait au niveau des squelettes, il n'y a pas si longtemps que ça qu'on a arrêté de faire ça, on regardait la robustesse, on regardait les insertions musculaires pour voir si ça était très développé, pas très... Et donc on classait comme ça les squelettes, parce que malheureusement pour nous, il y a 60% des squelettes, à l'analyse comme ça, visuelle, on ne peut pas dire si c'est un homme ou une femme, parce que l'élément principal du squelette qui permet de faire cette différence, c'est le bassin. Et bien souvent, il est abîmé, où il n'est pas là, etc. On n'a pas toujours des beaux squelettes. Hein. Nous sommes là dans les périodes très anciennes. Hein. Donc, on ne pouvait pas savoir. Mais ce n'est pas grave. Eux, ils regardaient, les paléanthropologues de l'époque, mais jusqu'à il n'y a pas si longtemps, ils regardaient et c'est robuste. Il y a beaucoup de musculature. Enfin, il y avait c'est un homme. Oh, c'est tout fragile, tout gracile, c'est une femme. Et ça fait patatrac. Alors là, ça a été la valse des squelettes, parce que maintenant, premièrement, on a d'autres moyens, même en anthropologie, pour faire des mesures beaucoup plus fines, etc. Et donc, depuis l'an 2000, c'est la valse, parce qu'on a ça, et au plus, on a l'ADN. Et l'ADN nucléaire, notamment, ça ment pas, hein. C'est XX ou XY. Hein. Là, on a beau tourner autour du pot, et ben ça a été la valse. Alors par exemple, il y avait un très beau squelette comme ça, l'homme de Menton et tout, qui était richement paré, tout ça. Et ben il est devenu, je pourrais en donner plein d'autres exemples, il est devenu la dame du Cavillon. Parce que il est peut-être robuste, il est peut-être très richement paré, ben c'est une femme. Et inversement, il y a des hommes qui sont passés femmes, mais inversement, il y a des femmes qui sont passées hommes, etc. Il y a vraiment dans les deux sens. Mais vous voyez, c'est intéressant. Donc l'argument de dire les femmes sont des petites choses fragiles, il y a des métiers, enfin il y a des activités, pardon, à l'époque, il y a des activités qu'elles ne peuvent pas faire, bon ça tombe. Et en plus, tailler du silex, il faut avoir surtout du cerveau plus que de la force. Mais quand même, il faut aller chercher, enfin, il y a quand même des choses. Donc voilà, donc par exemple, cet argument de la fragilité qui a été maintes fois utilisée, et puis surtout vraiment dans les discours médicaux du 19e, on en rajoute bien des couches, hein, et donc ça tombe. Donc ça, c'est déjà des premières données très importantes. Ensuite, on a eu la chasse. Alors là, c'est un bastion où on a beaucoup de mal à faire, essayer de dire à certains de nos collègues, ou même à certains hommes, que les femmes pouvaient chasser. Parce que ça, il y en a certains, excusez-moi l'expression familière, ça leur donne des boutons. Hein. Ça, c'est un truc de la chasse. Donc, non, c'est les hommes qui chassent, c'est pas les femmes. Et donc, bon, je ne vois pas pourquoi, puisqu'elles sont robustes et tout ça. Voilà, on n'a pas de preuve qu'elles ne chassent pas, mais bon, voilà. Et alors, il y a eu des découvertes. Alors, c'est pas chez nous, en Europe, mais c'est une période de chasseurs-cueilleurs à cette époque-là. Donc au Pérou, nous avons donc là, cette période, ce sont des chasseurs-cueilleurs. Et qu'est-ce qu'on a découvert? Donc on a découvert dans les sépultures qu'il y avait des armes de chasse qui étaient avec des squelettes féminins. On a vérifié, on a fait la protéomique et tout, donc on sait que ce sont vraiment des squelettes féminins, et il y a ces armes. Parce qu'aussi, parmi les attributions des squelettes,
à un secte ou à un autre, on utilisait, je vous ai dit, la robustesse, mais aussi le mobilier funéraire. Parce que souvent, quand on enterre les morts, alors les premières sépultures sont de 60 000 ans. Et donc, quand on enterre les morts, on met souvent du mobilier. Ça peut être un morceau de viande, ça peut être un bel outil, ça peut être des armes, ça peut être des parures, enfin bref. Et ça, alors là aussi, s'il y avait des armes de chasse, même si le squelette, on ne savait pas si c'était un homme ou une femme, systématiquement, il était classé homme. Systématiquement. Alors, donc, vous voyez, c'est un peu un raisonnement circulaire. Hein. Et là, patatrac, eh ben, on a trouvé ces sites où, en fin de compte, il y avait des armes de chasse avec des squelettes féminins. Alors, donc, c'est un peu secoué, mais je dis oui, mais peut-être, c'est pas pareil, c'est pas sûr, c'est pas si c'est ça. Bon, enfin, en tout cas, quand même, il y a des choses importantes. Alors, peut-être là aussi, moi, contrairement à ce qui a été dit jusqu'à maintenant, qu'il n'y avait que les hommes qui chassent, moi, je ne dis pas qu'il n'y a que les femmes qui chassent, évidemment, ça serait ridicule. Mais je dis, dans certaines sociétés, il y avait peut-être les hommes qui chassaient, d'autres sociétés, peut-être les femmes, d'autres sociétés, les hommes et les femmes. Donc, on peut, en tout cas, dans certaines sociétés, on peut tout à fait envisager qu'il y avait des femmes qui chassaient. Mais je vais vous faire un petit peu sourire, parce que donc, cette parution a fait couler beaucoup d'encre. Et l'illustrateur, pour qu'on comprenne bien que c'est une femme, il lui a mis une petite tunique rose. Vous voyez que tout est dans la tête. Hein. Les choses sont tellement... Donc, il a mis une petite... Alors, vous imaginez bien qu'à cette époque-là, ils chassent justement les guanacos, les bigognes, etc., donc pour faire leurs vêtements. La teinture rose, vous voyez... Mais il faut bien montrer que c'est une femme. Bon, je souris, mais c'était... Et je vous assure, c'est paru partout, dans toutes les... parce que ça a fait beaucoup de bruit. Parce que ça, c'est tellement un débat où tout le monde se bat pour savoir ça, que voilà. Et alors, je vais vous dire sur la chasse, quelque chose qui me paraît un peu... particulier, pourquoi vouloir refuser que dans cette société, les femmes chassaient, alors que quand même, quand les Grecs vont arriver, ils vont chercher comme divinité pour la chasse une femme. Hein. Voilà. Donc, on ne voit pas pourquoi c'est quand même, peut-être qu'il y avait des sociétés où les femmes chassaient, etc., et que pour eux, c'était pas de choisir une divinité de la chasse, de mettre une femme. Enfin bref, c'est quand même assez intéressant. Voilà, donc c'est des nouvelles découvertes qui sont importantes. Autre chose aussi, et ça touche, alors là, tout le côté aussi symbolique et tout, c'est les peintures. Alors là aussi, je serais incapable de vous dire pourquoi. On lisait, enfin, dans les ouvrages ou les articles un peu vieux quand même, je dois dire, avant les années 80, on va dire. Par exemple, que les femmes préhistoriques ne pénétraient pas dans les grottes. Elles étaient à l'entrée, parce qu'on dit hommes des cavernes, mais en réalité, ils vivent à l'entrée, hein, ils ne vivent pas au fin fond des galeries. Et non, elles ne pénétraient pas dans la grotte. Alors, je ne sais pas d'où ça vient, je ne sais pas pourquoi, mais c'était sans preuve, on disait non, elles ne pénètrent pas dans les grottes. Alors, évidemment, si elles ne pénètrent pas dans les galeries, les peintures sont dans les galeries, sont assez loin, sont pas à l'entrée, alors, c'est pas possible que ça soit elle, puisqu'elle ne pénétrait pas dans les grottes. Alors, oui, mais si, peut-être la musculature, mais je ne vois pas l'intérêt, il y a plein de femmes spéléo, hein, je veux dire, bon, je ne vois pas pourquoi il n'y aurait pas de femmes qui auraient pénétré, même dans des trucs... Bref, c'était comme ça. Et alors après, on s'est dit, mais quand même, pourquoi pas imaginer, là aussi, qu'il y avait des hommes et des femmes qui peignaient dans certaines sociétés, voilà, parce que l'art, c'est quand même sur 25 000 ans, donc... et l'art pariétal, c'est vrai aussi que c'est très en France et Cantabrie, en Espagne, mais pourquoi pas imaginer, et même maintenant on a vu qu'il y a d'autres parties du monde, on imaginait que les femmes avaient peint. Voilà. Et puis là aussi, il y a eu des nouveaux travaux qu'ont utilisé, parce que la taille des mains, c'est compliqué. Les petites mains, grandes mains, ça ne veut rien dire, c'est les petites mains, grandes mains. Donc, ils ont cherché à avoir des indices, et ils ont travaillé sur un indice de Manning, donc qui serait différent, les relations entre ces deux doigts, qui seraient différents chez les hommes et chez les femmes. Donc, ils ont réalisé toutes ces
ces études sur ces doigts, hein, c'est des mains style pochoir, hein, ils mettaient leurs mains et ils crachaient la peinture autour, hein, et ils enlevaient leurs mains. Et donc, de se dire, ben voilà, ils ont fait ces études et ils ont montré que dans les grottes, là j'ai mis Pechmerle, mais c'est intéressant de me montrer aussi dans un endroit plus lointain, qu'il y avait des mains d'hommes, des mains de femmes. Que les deux étaient dans ces galeries, qu'on avait les deux. Et même des fois des choses très intéressantes en Indonésie, il y avait même des panneaux entiers, c'était que des mains de femmes, et des autres panneaux entiers, c'était que des mains d'hommes. Donc, bon. Alors du coup, là, c'était quand même quelque chose qui était intéressant parce que, évidemment, si à côté de la main, comme le cas à Pechmerle, dans la grotte de Pechmerle, dans le Lot en France, vous avez un cheval, pourquoi pas envisager que celle qui a mis la main, elle a pu faire le cheval? Peut-être quand même, oui. Voilà. Et donc, c'était vraiment une résistance aussi en disant, bah non, c'est pas possible. Ben oui, c'est possible. Alors, évidemment, là, c'est pareil que pour la chasse. Oui, mais peut-être l'indice de Manning, il est peut-être pas suffisant, il est peut-être pas ceci, il est peut-être pas cela. Bon, mais s'il avait donné tous des mains d'homme, on n'aurait pas dit, il est pas ceci, pas cela. Hein. Donc, c'est quand même un souci, là aussi, même quand il y a des preuves. Alors, donc, donc vous voyez, quelques résultats intéressants qui modifient et qui montre que c'était plus complexe et que la division sexuelle du travail aussi marquée qu'on veut nous faire croire, ça n'existait pas. Alors, le fameux statut social, ben ça c'est très intéressant aussi, puis on a quelques indices. Parce que comment mettre en évidence les inférieurs et les supérieurs, puisqu'on nous dit les femmes considérées comme inférieures, parce que là aussi c'est un des grands débats, on va en parler, le patriarcat, etc. Donc là, le statut inférieur des femmes. Et pour le paléolithique, donc, comment on fait? Ben là aussi, on travaille sur les sépultures, sur le mobilier qui accompagne les sépultures, et on regarde ce qui se passe. Et qu'est-ce qui se passe pour le paléolithique? Ben, il se passe que dans ces sociétés-là, entre 60 et 10 000 ans, 60 000 ans et 10 000 ans, et ben, en fin de compte, il n'y a pas plus de sépultures masculines que féminines. Il y a beaucoup de sépultures d'enfants, en plus de tous les âges. Et au niveau du mobilier, il n'y a pas du mobilier plus riche avec les hommes qu'avec les femmes. Ça varie, surtout selon les cultures, etc. Mais il y a autant pour les femmes que pour les hommes, même pour les enfants. De même que la parure. Alors ici, je vous montre, donc c'est une sépulture en Russie, et là c'est avec des milliers de perles en ivoire de mammouth. Un travail gigantesque pour faire cette parure qui était sur son vêtement. Hein. C'était des perles qui étaient cousues sur son vêtement. Et donc ça c'est un homme. Et puis, en même temps, si je vous dis, enfin, dans ces périodes-là, vous avez, tout à l'heure, je vous avais montré ici la coiffe qui est faite avec des coquillages qui sont très précieux, parce que ces coquillages, c'est un menton, et ces coquillages viennent du sud de l'Espagne. Donc, c'est pas que la dame du Cavillon a été en vacances en Espagne. Hein. C'est simplement qu'on a là fait des échanges et que c'est un bien précieux. Et donc, vous vous rendez compte, ça a pris du temps aussi pour faire une espèce de résille, hein, avec ces petits coquillages. Voilà, donc c'était quelque chose d'important. Et regardez aussi, très sophistiqué, là aussi c'est une femme, donc de Saint-Germain-la-Rivière, on lui a même fait un petit dolmen, etc. Donc on n'a pas, à travers le traitement des morts, en tout cas à ces périodes-là, des différences. Donc, vous voyez, dans certaines sociétés, il n'y a pas de ces différences, il n'y a pas considération de la femme comme inférieure à l'homme. Et surtout, bien sûr, le gros morceau, si j'ose dire, qui nous interpelle, qui est quand même quelque chose d'important, c'est dans l'art paléolithique. Alors, l'art paléolithique, il y a le mobilier, hein, c'est-à-dire par exemple les objets, les petites statues, les petits... Voilà. Et puis, il y a bien sûr les peintures, les gravures sur les parents. Et là, c'est plutôt limité à la région franco-cantabrique, alors que l'art mobilier va jusqu'à l'Oural. Et ce qui est très intéressant, c'est que l'art paléo, c'est un art animalier. Je ne sais pas si vous avez vu des représentations des grandes ornées, les animaux, les animaux, les animaux. Et quand il y a des femmes, quand il y a des représentations humaines, 80 pour le mobilier et 90 pour l'art pariétal, c'est que du féminin. Majoritairement, grosse majorité du féminin, qui prend la forme soit comme ici de gravure. Bon, je ne sais pas si ça marche bien mon truc. J'ai tout fait avancer moi. Voilà. Soit ici donc de gravure, beaucoup de vulves, beaucoup de vulves,
Et bien sûr, au niveau de ça, je vous les ai montrés en gravure, mais vous avez aussi des peintures, donc qui représentent donc surtout le sexe féminin, vraiment en très grande quantité, et des silhouettes féminines. Et il y a évidemment dans l'art mobilier, dans la statuaire, donc toutes ces Vénus. Et c'est sur 25 000 ans. Et c'est très intéressant, je vous ai mis un petit peu tous les pays, parce que là, je vous l'ai dit, hein, c'est de l'Atlantique à l'Oural, comme on dit à certains. Et donc, il y a vraiment ces Vénus. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on a plein de types différents. On a dans la tête tous la Willendorf. Hein. Je veux dire, voilà, la stéatopige, les seins, etc. Voilà. Mais il y en a plein de différentes pendant ces 25 000 ans, parce que c'est différentes sociétés. C'est pas là aussi plein de sociétés différentes, donc ils ont une façon de représenter donc ces femmes, etc., différentes. Il y en a qui sont enceintes, il y en a qui ne sont pas enceintes, il y en a qui sont filiformes. Voilà, c'est très très joli, vous voyez celle-ci, toute filiforme. Et au niveau des fonctions, il y en a qu'on a trouvé dans l'abri, dans l'habitat. Il y en a qu'on a trouvé à l'entrée de l'habitat, planté dans le sol. Hein, comme celle-ci, c'est implantée dans le sol, 2 pierres réunies, on plantait ça, voilà, à l'entrée de la tente ou de la hutte. Et puis aussi, on a ces petites, alors c'est de ma faute, j'ai pas mis c'est pas bien, j'ai pas mis de mesure pour vous montrer la taille. Ça, c'était une pendeloque. On a pas mal de pendeloques. Vous voyez, perforé tout, c'était suspendu. On a travaillé sur ces trous et on a vu qu'il y avait une usure qui était due à un lien, etc. Donc c'était porté. Et donc là aussi, on a réfléchi parce que pendant combien de temps, on va dire 100 ans, ce sont que des hommes qui ont étudié ces Vénus. C'est pour ça que ça s'appelle Vénus d'ailleurs. Bah ouais, voilà, voilà. Et donc il y a eu ce qu'on disait du cinéma, le male gaze, quoi. Pendant très longtemps, jusqu'aux années 70, l'art c'était essentiellement étudié aussi par des hommes. Hein, la taille des outils c'était aussi par des hommes. Donc il y avait même des spécialités à l'intérieur de la préhistoire, même si les femmes étaient déjà là. Elles étaient un peu le monopole sur ça. Et notamment, donc pour eux, quand vous lisez leurs articles, quand vous lisez leurs travaux, en fin de compte, ces statuettes ont été faites par des hommes. Ah bon? Mais comment on peut le savoir? Pourquoi ça a été fait que par des hommes? Il n'y a pas de preuve. Donc on peut très bien envisager que dans certaines sociétés, dans certaines de ces Vénus, il y en a des centaines, hein, elles ont été faites par des femmes. Et pourquoi, là aussi, on lit, ah oui, c'est pour des hommes, par des hommes pour des hommes. Ah bon? Et pourquoi pas pour des femmes? Et là, on peut très bien envisager, et ça a été fait notamment pour celles-ci, qu'elles étaient portées par des femmes, qu'elles avaient été taillées par des femmes, sculptées par des femmes et portées par des femmes. Notamment, il y en a beaucoup, c'est avec vraiment les attributs, on voit tout de suite que ce sont des femmes enceintes. Pourquoi pas, là aussi, imaginer qu'en fin de compte, c'est un moment très délicat à cette période-là, la naissance, parce qu'il n'y a pas de césarienne. Hein. Si ça se passe mal, ça se passe mal. D'ailleurs, on a une sépulture très émouvante en Italie, qui date d'il y a à peu près 25 000 ans. On a le squelette de la mère, et puis le bébé qui allait sortir, et c'est pas bien passé, et donc il y a le squelette du bébé. Elle est morte en couche. Donc un moment difficile, et avec une petite Vénus, statuette féminine. Donc elle devait le porter, ça ne lui a pas forcément porté chance, mais voilà. Donc peut-être qu'on peut très bien envisager, dans ce monde où il faut bien imaginer que là aussi la société est complètement différente de la nôtre, on est dans une société clanique, d'une 30 à 50 personnes. La seule chose visible, c'est que l'enfant il sort du corps de la mère, de la femme. C'est tout. La participation de l'homme dans cette histoire-là, c'est pas clair. Et quel homme? On a mis en évidence, grâce là aussi à l'ADN, parce que l'ADN nous aide beaucoup, on a mis en évidence
qu'il y avait de la consanguinité, de l'ordre, dans certains sites, de l'ordre, on va dire l'oncle et sa nièce, la tante et le neveu. Vous voyez, cet ordre-là. Mais c'est quand même important, hein, comme degré. Voilà, donc ça veut dire que peut-être même, c'est une question sur laquelle on travaille beaucoup, on essaie, mais ça c'est très difficile, de savoir à partir de quand l'homme comprend qu'il participe à cette naissance, quelque part. Donc c'est vraiment quelque chose qui est vraiment, il faut l'envisager d'une façon différente. Donc cette notion de père et tout, c'est vraiment, et ces naissances, donc ça doit être quelque chose qui était un milieu par les femmes, avec les femmes, dans ce domaine-là. Donc on peut très bien envisager que certaines de ces statuettes féminines étaient pour ces périodes donc un peu difficiles de la grossesse et de l'accouchement. Et d'autres, celles que je vous ai montrées avant, sont peut-être des divinités. D'autres sont peut-être des... Il y en a une, elle n'est pas là, mais c'est probablement un jouet. Enfin bon, il y a plein, c'est très divers. Donc c'est pas seulement des statuettes faites par des hommes pour des hommes. J'ai même lu des choses, c'était les premières images érotiques. Bon, voilà, quand même. Alors, donc, ça me fait cette transition avec ces sociétés. Donc, de quel type elles étaient? C'est intéressant à savoir. Est-ce que c'est vrai, comme disent certains, qu'il y a toujours eu le patriarcat, que c'est vrai que depuis l'origine des temps, je ne sais pas si ça veut dire l'origine des temps, mais il y a la domination des femmes par les hommes. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on en a la preuve? Tout à l'heure, on a vu qu'au niveau, en tout cas, des témoignages qu'on peut avoir, on ne voit pas spécialement une infériorisation des femmes. Et là, avec cet art, en plus qui va perdurer, on va le voir, au néolithique, mais il y a quand même, les femmes sont tellement présentes qu'on ne peut pas dire qu'elles ne sont pas considérées dans les sociétés. Donc tout ce questionnement, ça fait réfléchir et se dire, est-ce que ces sociétés étaient, comme on a vu beaucoup dans la période historique, dans certaines régions du monde, en Asie, en Afrique, des sociétés matrilinéaires? Donc on peut s'interroger. Alors pourquoi je ne dis pas matriarcale? Parce que d'abord c'est un mot qui a été employé au versus de patriarcal, qui n'a pas une réalité comme le patriarcal qui est quand même ancré dans le code, par exemple dans la loi, hein, puisque c'est la subordination des femmes, la dépendance des femmes aux hommes, les maris, les pères, les maris, etc. Et quand le mari meurt, les fils. Donc il y a vraiment des choses qui ont été codifiées, hein, notamment par Napoléon. Mais déjà le code romain, c'est pas formidable. Et donc ce terme de matriarcat me gêne parce que patriarcat veut dire aussi domination. Alors qu'on n'a pas pour l'instant de preuve non plus de cette domination des femmes sur les hommes dans certaines sociétés. Il y a quelques exemples peut-être en Chine, mais c'est très rare. Mais par contre, envisageons tout à fait le côté matrilinéaire. Et alors, matrilinéaire, c'est important parce que c'est une transmission qui n'est pas faite là pour le nom, par exemple, par l'homme, mais par les femmes. Le savoir et le savoir-faire par les femmes, les biens par les femmes. Donc, il y a vraiment un lien très, très fort avec la filiation, avec l'esprit clanique, donc de ces sociétés qui pourraient tout à fait être envisagées, en tout cas, là aussi, toujours la prudence, pour certaines d'entre elles. Pourquoi ne pas envisager ce côté? Il n'y a vraiment rien qui s'oppose à cette hypothèse. Alors que je trouve que pour certaines sociétés, en tout cas préhistoriques que j'ai étudiées, on voit pas de preuve du tout d'une société patriarcale, zéro. Donc c'est quelque chose qu'il faut ouvrir et ouvrir cette possibilité-là pour dire pourquoi pas envisager ce système de société donc matrilinéaire. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que grâce à l'ADN, on a pu montrer dans certaines sociétés, notamment néandertaliennes, parce qu'on a trouvé des squelettes et on a fait l'analyse, il y avait 13 squelettes dans une grotte en Espagne qui s'appelle El Cidrón, où on a pu faire l'ADN sur 12. Donc ça, c'est intéressant pour nous parce que c'est des squelettes qui dataient de 45 000 ans et on a une très belle conservation du collagène, donc de l'ADN. Et qu'est-ce qu'on a montré? On a montré que c'était... Alors, c'est des squelettes qui traduisent qu'ils ont été mangés. Hein. C'est-à-dire que voilà, ils ont subi... C'est les restes d'un repas cannibale.
Alors, qui les a mangés, on ne sait pas, mais nous, on a ceux qui ont été mangés. Toujours est-il que c'est la même famille. On a fait les liens de parenté entre eux, et on a vu que dans ces parentés, dans ces liens, filiation, il y en avait des femmes qui venaient d'ailleurs. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on a ce qu'on appelle une patrie-localité. C'est-à-dire que ce système patrie-localité, ça veut dire que les femmes quittent leur lieu de naissance pour aller vivre ailleurs. Hein, c'est ça, la patrie-localité. Et donc, on a montré ça. Et là, c'était dans certaines sociétés, donc pas dans toutes. Et donc, c'est intéressant de voir ça. Et on pourrait envisager, comme l'a fait Françoise Héritier, mais moi j'ai beaucoup discuté avec elle sur ça, je n'étais pas d'accord, on peut envisager que ça, c'est quelque chose qui montre la domination masculine. Sauf qu'on peut déjà envisager une façon différente. C'est-à-dire aussi, quand elles font ça, ces femmes, elles amènent les savoirs du clan de naissance dans un autre clan. Elles sont locutrices éventuellement d'un dialecte, et elles apportent aussi de nouveaux savoirs et savoir-faire. Donc ça, c'est extrêmement... Et on peut le voir aussi de cette façon-là, et que c'est quelque chose qui était peut-être même aussi favorisé par les femmes, on ne le sait pas. C'est-à-dire qu'on ne peut pas regarder que le côté négatif en disant « Ah, tu vois, on oblige les femmes à quitter... » Je pense que ça, c'est une interprétation, là aussi, avec nos regards du XXe siècle et du XXIe siècle. Donc ça, c'est important à voir. Donc, il y a un débat sur ça, mais vous voyez, on a comme ça des petites fenêtres qui s'ouvrent grâce à ces nouvelles méthodes d'analyse, notamment, bien sûr, l'ADN. Alors, on me dit vite. Alors, j'ai mis cette photo, vous allez dire, mais qu'est-ce qu'elle nous fait? D'un seul coup, on a un coup de calgon. Non, c'est simplement parce que là aussi, c'est société matriarcal, patriarcal. Il y a des sociobiologies, j'aime pas beaucoup la sociobiologie. Hein, bon, comparer culture, même mes chers chimpanzés que j'aime beaucoup, avec la culture humaine, tout ça me gêne un peu, la sociologie me gêne un peu. Et bref, et donc on me dit, oui, mais regarde, chez les chimpanzés, c'est lui le chimpanzé, hein. Chez les chimpanzés, regarde, il y a le mâle alpha, c'est patriarcal, les femelles sont dominées, sont malheureuses, tout ça. Et parce que les chimpanzés sont très très proches génétiquement de nous. Sauf que nous avons nos amis les bonobos, qui, au niveau génétique, c'est exactement le même degré de parenté. Vraiment, au niveau génétique, c'est la même chose. On a autant de gènes en commun avec les chimpanzés qu'avec les bonobos. Et chez eux, c'est matrilinéaire. C'est quand même plus sympathique. Hein, parce que quand il y a un conflit, eh ben, on ne se tape pas dessus, on se fait des câlins et tout est arrangé. Donc, pourquoi envisager que la plupart des sociétés, parce qu'il y en a qui s'appuient sur ça pour aussi parler des sociétés préhistoriques, pourquoi pas envisager la société bonobo? Moi, je vote pour la société bonobo. Alors, pour finir, parce qu'il me reste 10 minutes, le patriarcat, c'est quand même un système qui a très bien réussi, qui s'est bien répandu. Donc, c'est clair qu'il apparaît qu'il y a des origines. Hein, voilà. Donc, on a, surtout mes collègues, mais bien sûr, je réfléchis avec elles et avec eux, à partir de quand est-ce qu'on peut voir dans certaines sociétés les prémices du patriarcat, les prémices de tout ça. Alors, voilà, je vous ai résumé très rapidement les grands changements du néolithique. Donc, il y a ce changement climatique il y a à peu près 10 000 ans, pour l'Europe, là je parle. Hein. La sédentarisation, donc il y avait une sédentarisation qui va être il y a à peu près 14 000 ans au Proche-Orient. Au Proche-Orient, toujours, on va avoir un changement d'économie, c'est-à-dire que les peuples chasseurs-cueilleurs chassaient l'auroch, la gazelle, le daim, tout ça, d'un seul coup, enfin pas d'un seul coup, mais ils vont commencer à domestiquer les plantes et les animaux. Donc, on va passer de la prédation à la production, changement d'économie. Ils arrivent par vagues chez nous en Europe, ils amènent leur bétail, ils amènent leurs graines, et ils arrivent en Europe et s'installent, et voilà, ils remplacent les sociétés paléolithiques de chasseurs-cueilleurs. Donc, en même temps, ils vont amener un autre système social. Les structures, on va voir apparaître les élites et les castes, on les voit très bien. Dans les peintures, d'un seul coup, vous avez des grandes figures, les chefs. Dans les tombes, vous avez les riches, les pauvres. Voilà, des tombes riches, des tombes pauvres. Donc tout ça, ça bouge beaucoup, la hiérarchie, les élites.
j'ai pas le temps de développer. Il y a même la mise en évidence de l'arrivée des esclaves qui sont des prisonniers de guerre, les guerres qui commencent à être, les conflits, pardon, qui commencent à être plus forts, etc. Il y a tout un changement. Et donc, on a vraiment cette impression que dedans va se passer quelque chose. Mais sauf que là aussi, c'est pas si simple. Parce qu'on a découvert, là, on a une très belle nécropole en Roumanie, qui date il y a à peu près 5000 ans, du néolithique, en plein néolithique, où on a mis en évidence que sur 300 squelettes, ce qui est énorme, féminins étudiés, il y avait aussi des squelettes masculins, mais féminins étudiés, qu'en fin de compte, elles étaient très très liées à l'agriculture. Elles étaient hyper robustes, des sportives, mais vraiment, il y a eu des articles qui ont montré, c'est vraiment comme les hommes qui font l'aviron et tout ça, vraiment musclé. Et en plus, tous les petites stigmates d'activité, vous savez que quand vous faites une activité répétée, votre squelette, il va porter des stigmates qu'on analyse et on va vous dire, vous avez pratiqué cette activité, voilà. Mais il faut le faire, quelque chose de régulier. On a travaillé sur des sportifs, hein, enfin, mes collègues paléanthropologues, c'est comme ça qu'ils se sont aperçus. Bref, quand on a fait ces analyses aussi des stigmates, donc elles sont liées à l'agriculture, aussi bien donc du labourage jusqu'à broyer les grains et tout ça. Alors là, c'était très très dur parce que là, c'est des gros pilons et tout ça. Donc, elles étaient vraiment liées à cette agriculture. Et là, donc, c'est intéressant parce qu'on montre qu'en fin de compte, la domestication des plantes, quoi, et peut-être en tout cas, c'est une hypothèse faite par mes collègues du Proche-Orient, qui travaillent sur le Proche-Orient, qui serait faite donc par les femmes, qui aurait été une découverte des femmes. Elles ramènent, donc ça veut dire qu'elles étaient plus dans la cueillette, elles ramènent les végétaux, il y a des graines qui tombent, ça germe, puis à un moment donné, tout ça vient dans la tête, et puis s'aperçoivent que, en fin de compte, pourquoi aller plus loin, puisqu'on est en train de faire, parce que voilà, on est sédentaire et on devient agriculteur et après éleveur. Donc voilà. Et les représentations, vous voyez, on commence à avoir une dichotomie qui apparaît, puisque les peintures rupestres, ici, vont montrer que la chasse, il y a beaucoup d'hommes qui chassent. Donc il y a vraiment quelque chose qui est plus dans la répartition des activités. Par contre, les divinités, entre guillemets, et tout, là, reste très féminine. On a vraiment des choses qui montrent même qu'il y a, contrairement à ce qu'on n'a pas au Paléolithique, là on a des lieux de culte, il y a des endroits où on vient vénérer la déesse. C'est là, j'ai pas le temps de développer, où on va toutes les théories sur la déesse mère qui a fait couler aussi beaucoup d'encre et énerver beaucoup de gens. Le livre de Stone qui dit lorsque le dieu était une femme, bon, ça fait beaucoup de bruit. Donc c'est encore très marqué quand même au néolithique, une importance des femmes. Il y a des femmes puissantes, donc qui sont vraiment, elles, par exemple, c'est incroyable, c'est une sculpture incroyable, parce que là, c'est la première fois, enfin, il n'y a même pas d'hommes qui ont ça, qu'elles dominent des léopards, quoi. C'est vraiment la puissance, vous voyez, dominer des carnivores. Et même ici à Stonehenge, on s'aperçoit qu'en fin de compte, il y a des tombes riches, des tombes pauvres, mais dans ces tombes riches, il y a aussi des femmes. Donc c'est plus ce que j'appelle, moi, à ce moment-là, une variation dans en fonction de leur position sociale, en fin de compte. C'est ça qui est marqué. Et c'est plutôt, à mon avis, mais à d'autres collègues aussi, que tout ça a pris racine, bien sûr. Il y a déjà ces changements, il y a déjà la hiérarchie. Les hommes sont plus déjà formés pour la guerre parce que les femmes sont à l'agriculture, sont avec les enfants, parce qu'il y a une augmentation démographique énorme. Donc elles ont sûrement plus d'enfants, enfin c'est sûr, même que les paléos. Donc elles sont très prises par ça jusqu'au sevrage. Bref, il y a vraiment une occupation et toute la protection du village, des silos à grains, etc. Ils ont laissé ça aux hommes. Et petit à petit, c'est ça. Les hommes se sont armés, comme on dit. Et donc, c'est devenu des protecteurs et plus à s'occuper de ça que les femmes et de l'élevage peut-être un peu plus masculin. Mais c'est surtout à cette période-là, à la fin du Néo et à l'âge du Bronze, il y a à peu près 3000 ans, 2500 ans, pour l'Europe, je parle, où on a quelque chose de très marqué et on a des choses vraiment importantes. On voit les remplacements des déesses par les divinités masculines. On voit des stèles avec des hommes qui portent, enfin des dieux, des divinités qui portent le poignard, etc. Donc très, très guerrier, très viril. Le métal apporte vraiment le côté très viril, très masculin, et ça, c'est un sujet qui serait intéressant de creuser. L'association métal et masculin, et on le voit très bien dans ces premières sociétés de l'âge du bronze.
Là, je vais terminer sur cette image, parce que alors là, après la chasse, il y a un autre thème sur lequel c'est la bataille rangée, c'est qu'à le lire, c'est la guerre. Alors là, de pouvoir de dire que les femmes ont fait la guerre, il y en a là aussi, ça donne encore plus de boutons. Et alors, j'ai mis ça parce que c'est tellement célèbre, hein. Donc, mes amis ukrainiens qui travaillent sur les périodes plus récentes que moi, notamment donc sur les sites, j'en trouve tout le temps, hein. Des tombes de guerrières sites, il y en a plein, hein. Donc, une fois sur deux, c'est un homme, et une fois sur deux, c'est une femme. Voilà. Donc, vraiment, dans ces sociétés-là, les Amazones existent, et les Amazones citées par Hérode et tout ça, enfin, en fin de compte, c'était, d'ailleurs, c'est intéressant parce que c'était ce qu'ils appellent vers le nord, et qui était vraiment chez les Scythes, quoi. Donc, autour de la mer Noire et tout ça. Et c'est intéressant de voir que l'archéologie vient donner corps à ces fameuses Amazones, donc décrites par les Grecs. Et bien sûr, chez les Celtes, alors chez les Celtes, et là j'ai eu confirmation par un historien un proto-historien qui travaille sur justement les Celtes, et qui m'a dit que les femmes sans enfants, quand il y avait des guerres importantes, des conflits, et tout partait avec les hommes, mais des femmes sans enfants. Et alors, je vais terminer par ça pour vous montrer quand même, et la boucle est bouquée, si j'ose dire, sur les présupposés, hein. Tout à l'heure, je vous ai passé les présupposés de la fragilité, présupposés qu'elles ne vont pas chasser, qu'elles ne vont pas dans les grottes, etc. Et alors là, c'est une fameuse histoire du Birka. C'est sensationnel, cette histoire-là. En 1886 ou 7, par là, donc il y a les archéologues, donc en Suède, qui, bien sûr là aussi masculin, qui vont travailler, qui va découvrir donc une sépulture magnifique, où il y a un squelette, pas très bien conservé au niveau du bassin, où il y a un squelette, il y a 2 chevaux sacrifiés, ce qui se faisait beaucoup chez les Vikings, il y a des armes, il y a des poteries, il y a aussi un jeu, on pourrait appeler ça une espèce de jeu de Go, c'est-à-dire un jeu pour s'entraîner à la guerre, avec des pions, etc. C'est un jeu comme un jeu de Go. Voilà, c'est très très riche et très important. Alors, bien sûr, cet archéologue va dire, ça y est, j'ai trouvé la tombe du grand chef viking. D'un grand chef viking. Et ça va devenir l'archétype du chef viking. C'est-à-dire que Birka va être cité en permanence dans tous les livres, etc., scolaires et tout, ça va devenir l'archétype, et même chez nous, quand on va parler des vikings, etc. Et vers 2010, des archéologues, dont une archéologue féminine, enfin une femme, dit bah, tiens, je vais aller un peu voir autour parce que ça se trouve, il y a d'autres tombes, etc. Donc on reprend le site, ce qu'on appelle, refait des fouilles autour, reprend le site. Et puis donc elle fait appel à une équipe, parce que je vous dis, la préhistoire, c'est plusieurs disciplines à l'intérieur, et notamment une paléanthropologue, pour étudier aussi les squelettes, voilà, on revoit les objets, tout ça. Et puis en disant, bon, ben, on va compléter des études, parce qu'on a plus de données quand même qu'au 19e siècle, donc on avait plus de moyens d'analyser tout ça. Bref, ils reprennent tout le site, et puis eh ben, ils font l'ADN. Patatrac. Ils font l'ADN XX. Donc, ce grand chef viking passe de guerrier à guerrière. Et ça, c'était terrible parce que certains, notamment vieux archéologues, vont pas l'accepter et vont commencer à dire, ouais, vous allez comprendre le mécanisme, là c'est un peu fou quand même, la mauvaise foi, vont dire, oui, mais en fin de compte, on peut enterrer des gens avec du mobilier, mais qui ne traduit pas sa fonction de son vivant. Alors là, les bras vous en tombent, parce que là vous dites, mais pourquoi ils n'ont jamais dit ça pour les autres sépultures? Pourquoi là, d'un seul coup, on enterre avec des... Voilà. Et d'ailleurs, il avait ressorti pour la chasse, pour les chasseux. Voilà.
Donc, vous voyez comme quoi la mauvaise foi, c'est terrible quand on ne veut pas. Bon, après, ça a été accepté par la majorité, mais il y en a encore qui disent, oui, mais même chez nous, d'ailleurs, paléo, enfin, pour des sépultures, ils disent, oui, mais peut-être c'est pas la fonction, on peut mettre une arme de chasse alors que la personne ne chassait pas. Enfin bon, c'est bizarre que avant on n'a jamais posé ces questions. Voilà, donc je voulais quand même vous dire vraiment que c'est quelque chose qui fait sourire quand même, mais qui montre qu'il y a beaucoup de travail encore à faire. Et surtout, ce qui est important, ce que j'aimerais que vous reteniez, c'est la complexité surtout des choses. C'est-à-dire que de montrer qu'il faut pas essentialiser, généraliser, ce sont des sociétés très diverses, et il ne faut pas calquer, nous, notre type de société, et ce que l'on voit, ce qu'on a même au niveau historique, et tout, vouloir absolument que ces sociétés soient pareilles, que la nôtre. En plus, pourquoi la nôtre, quand vous travaillez sur des sites africains il y a 300 000 ans, les premiers sapiens, c'est quand même pas tout à fait pareil que ce qui va se passer en Europe. Bref, c'est une grande diversité déjà. Donc ça, c'est très important de bien faire attention à ça et de pas, voilà, on peut pas dire que les hommes ont fait ci et les femmes ça. Pour l'instant, c'est difficile. On essaie de montrer ce qui se passe et peut-être que ces sociétés, parce que c'était vital, pas parce que c'est des bisounours, c'est simplement vital. C'est comme pour les conflits. Ces sociétés sont très faibles au niveau démographique. Très, très faibles. Elles occupent, par exemple, moi je vais travailler sur les Néandertaliens, elles occupent toute l'Europe. Ils sont trempelés, qu'attendu. C'est des choses au niveau démographique, c'est rien, même si on a beaucoup de sites, mais c'est rien. Sur l'échelle de temps, la répartition géographique. Donc il faut que les groupes s'entraident. Je veux dire, c'est vraiment ça qui est important. C'est plus la solidarité que la violence. Si elles s'étaient passé leur temps à se taper dessus, on ne serait pas là. On ne serait pas là. Faute de combattants, c'est qu'à de le dire, on ne serait pas là. Et donc, c'est ça aussi qui est important à voir, qu'il y avait ces bonnes ententes aussi nécessaires. Et donc là, la même chose pour cette vie qui n'était pas forcément facile tout le temps. On a des phases glaciaires importantes. Voilà, le gibier se fait plus rare, il faut suivre le gibier. Enfin, donc il y a des situations qui vont... Ce qui va être important, c'est que la répartition des tâches se fasse en fonction des compétences et pas de l'âge ou du sexe. Je pense que ça, c'est une vision très moderne. Les activités genrées, c'est de dire que les femmes vont faire ça, les hommes vont faire ça. Ça, pour moi, c'est un concept très moderne. Même si c'est historique, pour moi, c'est moderne. Je travaille sur des choses d'il y a 400 000 ans. Donc, mais vous voyez ce que je veux dire. Et ça, c'est important à savoir. C'est important. Et pour conclure, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment important de montrer que les femmes, elles aussi, sont à l'initiative d'inventions, d'activités qui ont fait progresser l'humanité, qui ont participé à ces progrès de l'humanité, que c'est pas que les hommes et que c'est pas seulement dans la reproduction. Ça, c'est quelque chose qui pour moi est très important, que voilà, c'est quelque chose qui s'est fait ensemble, à mon avis. C'est pour ça qu'on est là, parce que grâce à ce comportement, on peut dire, ils ont pu vaincre aussi des difficultés qui se sont présentées à chaque fois. Ils ont innové. Là aussi, les préhistoriques, c'est pas des bêtes, c'est pas des singes qui descendent des arbres. On serait pas là non plus. Je veux dire, Albert Einstein a dit sans Newton, j'aurais pas trouvé la relativité. C'est-à-dire que nous, c'est une connaissance, voilà, un coussin de connaissances. Là, c'est important. Eux, ils ont innové dans beaucoup de domaines. Et je pense qu'il y avait à un moment, ça a peut-être été des femmes, à un moment des hommes, les deux, etc., chacun dans ses compétences. Je vous remercie. Merci beaucoup pour cette conférence très intéressante. La parole est au public. Oh là là, j'étais bavarde, moi. Bonsoir. Désolée. Je me demandais, est-ce qu'on a même une preuve qui se différencie en fonction du genre? Est-ce qu'on a une trace qui puisse dire ils se différencient eux-mêmes en tant que groupe en se disant toi tu es une femme, toi tu es un homme? Alors là, ça c'est une question extrêmement difficile. On ne peut absolument pas le savoir. Je veux dire, il faut être raisonnable. On peut tout inventer, raconter des belles histoires. Mais si on doit se baser là sur justement, je suis une scientifique, nulle n'est parfaite.
S'appuyer sur on n'a pas, justement, et c'est pour ça que ça me gêne, parce que la notion de genre, vous imaginez comme c'est moderne. Vous auriez parlé de ça à ma grand-mère ou à mon arrière-grand-mère, le genre, elle m'aurait regardé comme ça, c'est quoi un genre, quoi. Bon. Donc, c'est très moderne. Donc, de vouloir absolument, là aussi, appliquer ça dans ces sociétés, c'est très compliqué. Pour moi, ça me gêne. Je veux dire, systématiquement, de vouloir calquer nos comportements, notre façon de voir le monde, etc., dans ces sociétés, moi, ça me gêne beaucoup. Surtout qu'elles ont beaucoup à nous apprendre. Là, moi, mon prochain travail, c'est sur les relations homme-animal, parce que moi, je suis spécialiste notamment de la chasse et tout, la relation homme-animal dans ces sociétés. On voit très bien que c'est très différent. Et j'en ai beaucoup parlé avec Philippe Descola sur cette notion, parce que Philippe, justement, a bien montré que, en fin de compte, nature-culture, chez nous, on sépare bien. Nature, culture, c'est pas pareil, tout ça. Alors que beaucoup de sociétés, nature et culture, c'est mélangé. Nature est dans la culture est dans la nature. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, tout ça? Donc, je suis très craintive par rapport à ça. Alors, c'est pas facile parce que du coup, on est obligé de revenir un peu. Bon, on peut aussi s'évader en disant, attendez, je vous propose quelque chose, c'est une hypothèse. Hein. Malheureusement, les journalistes, ils enlèvent le signe. Bon, voilà, c'est autre chose. Mais je pense que c'est difficile. Et là, sur ces questions-là, non. Et en plus, je pense que c'est très moderne. Donc, ça se trouve, il n'y avait pas forcément ces différenciations. J'ai quand même une petite... indication à vous dire. J'ai travaillé énormément sur les Néandertaliens. J'avais écrit les Néandertaliens, une autre humanité, etc. depuis 2006. Et pour montrer justement que l'infériorisation n'avait pas de sens. Et tout. Et là, c'est pareil. Avant 2010, avant qu'on découvre, là aussi grâce à l'ADN, au travail du génome, etc., que nous avions des gènes néandertaliens, les Eurasiatiques, entre 1 et 4%. Qui a montré quoi? Qui a montré qu'il y avait des croisements. Ces croisements, ils ont eu lieu au Proche-Orient quand les Néandertaliens sont arrivés au Proche-Orient avec les sapiens qui étaient déjà présents. Nous, on faisait une grande différence entre un Néandertalien et un sapien. Mais eux, ils n'ont rien fait de différence. Parce que déjà, leur culture était très proche, ils taillaient à peu près de la même façon, etc. Et physiquement, ils ont été jusqu'à se mélanger. Et puis ça, c'est pas un viol dans un coin. Si nous avons encore 1 et 4%, c'est populationnel. Hein, donc, vous voyez, là aussi, nous, on mettait cette différence énorme entre les deux, mais pas eux. C'est nous. C'est nous, hommes du XXe siècle, humains du XXe siècle, qui mettions ça, ces différences. Mais eux, tout allait bien. Merci. Je voulais savoir si vous avez une communication qui retrace tout ça. On pourrait, un papier. Ben, j'ai mon livre. Oui, j'ai mon livre, ça s'appelle L'homme préhistorique est aussi une femme. Voilà. Et qui vient de passer, ce mois-ci, qui est passé en poche, voilà, au Point Seuil. Il était chez Alary. Et donc, ça résume vraiment ça. L'homme préhistorique est aussi une femme. Voilà, l'homme préhistorique est aussi une femme. Oui, merci. Je voulais un peu savoir, parce que vous avez pas mal parlé des avancées scientifiques qui, ces dernières années, ont aidé vos études. Est-ce qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, il y a des choses qui vous permettent aujourd'hui de vous dire « Tiens, ça va me permettre d'ouvrir plus loin » et qui ouvrent la recherche, en fait? Oui. Croisement, voilà. Ben, c'est-à-dire que je reviens toujours avec la comparaison avec le Néandertal sapiens, parce que c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que quand on commence à dire c'est possible, on va faire donc des études, on va réfléchir, tout pour essayer de voir comment on peut montrer. Par exemple, là, on retravaille sur comment montrer si oui ou non il y a une division sexuée du travail. Par exemple, je prends cet exemple. Donc on va s'ouvrir, on va chercher des méthodes, on va travailler sur ça. Et ça, c'était la première chose à faire. Parce que si vous pensez c'est pas possible, ça n'existait pas, vous n'avez pas cherché, on ne trouve que ce qu'on cherche. Et donc, il faut vraiment, c'est un travail qui est un peu un travail en amont, hein, qui est en amont, et que c'est que le début, et qu'il faut
continuer. Et que là, ça commence à s'ouvrir, parce qu'aussi, on a d'autres méthodes avec l'ADN et tout qui permet d'avoir des choses plus fiables, avec d'autres méthodes protéiniques, etc. On fait la biogéochimie pour vous dire, par exemple, que moi, je travaille beaucoup donc, sur ces animaux, l'alimentation, la subsistance, que par exemple, au paléo, on n'a pas de différence d'alimentation, parce qu'on fait la biogéochimie sur les os, et on voit que c'est la même chose que ce soit un homme ou une femme, alors qu'au néolithique, dans certaines sociétés néolithiques, on voit déjà apparaître, c'est le début, d'une sous-protéinisation, je ne sais pas comment on peut dire, des femmes. C'est-à-dire que d'un seul coup, et quelque chose qui va durer jusqu'à chez nous, combien de fois on disait on donne plus de viande aux garçons ou plus à manger aux garçons. Et c'est ce qui va faire le dimorphisme sexuel. Donc vous voyez, on a des méthodes comme ça qui progressent. Et donc là, une fois qu'on dit c'est possible, qu'il faut peut-être regarder, vous avez 150 ans, vous nous dites que les hommes font tout et les femmes balayent la grogne, peut-être on peut trouver des choses pour montrer oui ou non. Mais ça sera aussi toujours, c'est ça qui est long, parce que on ne peut pas généraliser. Là aussi, quelque chose de très important que je voudrais faire passer ce soir, que j'essaie toujours de faire passer quand j'ai une émission radio ou autre, c'est de faire attention à ne pas essentialiser, ne pas généraliser. Là aussi, on veut toujours que tout soit pareil. Non, c'est une grande diversité. Et je pense que ça aussi, c'est quelque chose d'important. Donc nous, on travaille sur un site. Sur ce site, on va mettre en évidence ceci ou cela, mais c'est sur ce site. C'est-à-dire, par exemple, sur une période, sur une région, etc. Donc, et ça, c'est important. On ne peut pas viser pour l'instant à l'universel de dire tout le monde faisait ça au même moment. Et ça, c'est des choses importantes. Donc là, ouverture des champs des possibles, on va chercher, il faut trouver des moyens, des méthodes. On réfléchit comment on peut mettre ça en évidence, c'est pas forcément évident, et tout. Et petit à petit, ça prend du temps, mais on va y arriver. Qui aurait pensé qu'on pourrait faire l'ADN ancien? On pensait qu'on allait s'arrêter, comme les datations. Tout le monde pense qu'on s'arrête au carbone 14. Heureusement que non, parce que je veux dire, on fait du magnétisme, on fait de l'uranium-thorium, on fait, etc., etc. On en fait d'autres, heureusement, sinon c'est comme ça qu'on peut dater Lucie, sinon on ne pourrait jamais dater. Donc tout ça progresse énormément au niveau technique aussi, au niveau moyens techniques, mais je vais vous dire, on trouve ce qu'on cherche. Si on ne cherche pas, on ne va pas trouver. D'autres questions? Ben oui, j'ai été bavarde. J'ai été bavarde. Non, bah, s'il y a bon, merci de votre écoute. Oui.